Bonjour et bienvenue donc à ce grand débat de la rédaction d'AEF Aller à l'Europe, avec qui et comment, qui essaiera de comprendre comment les chercheurs français pourront au mieux tirer parti du prochain programme cadre pour la recherche Horizon 2020 qui couvre la période 2014-2020. Mais tout d'abord, je vais laisser la parole à Monsieur Berlinguer. J'espère que j'ai bien mis l'accent où il fallait. Eurodéputé italien, membre de la commission Industrie, Recherche et Énergie, et qui, à ce titre-là, a suivi les négociations sur Horizon 2020. Messieurs, dames, merci pour votre invitation. La situation politique et l'économie de l'Europe s'impose aujourd'hui et nous impose un effort maximal de toutes les forces de notre société. C'est un effort qui ne pourra avoir son succès que dans une perspective européenne. Le défi de la croissance, de l'établissement d'une véritable société de la connaissance, d'un niveau élevé d'emplois qualifiés, sera possible seulement avec un tournant dans la coordination et l'action conjointe au sein de la UE. On a besoin d'une alliance européenne pour la connaissance et la croissance, une alliance verticale parmi les pays et les forces politiques, ainsi qu'une alliance horizontale dans la société, dont la liaison entre public et privé, universités et centres de la recherche est la base pour créer finalement des politiques publiques européennes orientées à l'innovation. Et l'administration Obama a tracé la route dans cette perspective. L'Europe, bien évidemment, est déjà un acteur majeur dans le secteur R&D. On ne peut pas nier l'importance de la valeur ajoutée des différents programmes cadres adoptés dans les dernières décennies. Encore une fois, avec sa nouvelle génération de programmes cadres, Horizon 2020, l'Europe a voulu donner une contribution et une attention bien évidente au domaine de la recherche et de l'innovation. Le Parlement, dans son travail d'examen et d'amendement de la proposition de la Commission, a amélioré surtout la partie qui concerne la transparence, la gestion, la simplification des procédures. Sur le point le plus sensible, celui du financement total du programme, il faut attendre. Le Parlement était un allié naturel de la Commission qui devait défendre sa proposition de 80 milliards face aux États membres, au Conseil. On est passé en effet de la première proposition, fin novembre 2011, 80 milliards d'euros justement, au chiffre définitif approuvé par le Conseil de 70,4 milliards d'euros. Il faut se rappeler que le précédent 7e programme cadre était de 52 milliards. La presse et l'opinion publique européenne n'ont pas souligné assez efficacement l'impact de la décision de la réunion du Conseil du 8 février dernier. Les chefs d'État ont adopté un bilan pluriannuel que, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, a représenté une réduction des fonds à disposition des programmes communautaires. Les ressources pour R&D, même si plus élevées par rapport au cadre précédent, des 52 à 70, vont être réduites du 12%. Le budget total de l'UE est estimé à 958 milliards d'euros pour 2014-2020. Celui-ci, c'est pour les engagements, le montant relatif au paiement est de 908 milliards, ce qui représente une utilisation vicieuse, presque illégale, de la structure du bilan. Les financements pour tous les volets de recherche et éducation, heading 1A, qui couvre Horizon 2020, 70 milliards, Erasmus for All,
13 et 38 milliards, et COSME, destiné aux petites entreprises, 2 milliards. Sera de 125 milliards en total. Une réduction dans le financement aurait un effet très négatif sur le marché d'emploi et sur la compétitivité, comme a affirmé aussi le rapporteur du Parlement européen, Mme Madurell, ensemble avec mon amie et collègue Catherine Trottmann. La Commission a essayé, d'accord avec le Parlement, de pousser les États membres à garder un niveau important de ressources pour la recherche et l'innovation. Mais le résultat n'a pas été abouti. La Commissaire européenne à la recherche, Mme Geoghegan Quinn, a été très claire à propos de la perte compétitive causée par une baisse des fonds. Horizon, l'estimation est que 1 milliard de réduction au programme pourrait éloigner 600 petites entreprises. Ceci est aussi le jugement de la majorité des groupes politiques au sein du Parlement européen. La réduction du bilan pluriannuel, surtout dans la partie qui concerne R&D, cible exactement dans l'intention des États membres à renforcer le véritable spread de connaissances qui affecte certains pays, surtout du sud de l'Europe. Beaucoup d'États membres, en effet, vont investir dans le domaine de la recherche et de l'innovation presque seulement grâce au financement européen. Le Parlement a voté une résolution très dure lors de la récente session de Strasbourg le 13 mars. Le bilan européen doit avoir une structure plus flexible et capable de déplacer les ressources dans les années sur les secteurs clés pour la croissance. Sans l'accord du Parlement, il n'y aura pas du bilan pluriannuel. Les négociations sont en cours, même si sur le montant définitif, il est fort difficile un changement de la part du Conseil, et ceci a été déjà compris par le Parlement. C'est dommage. Quelle est la nouveauté de Horizon 2020, en tout cas? Ce programme rassemble pour la première fois tous les financements de l'UE en matière de recherche et d'innovation dans un seul programme. Plus que jamais, il s'attache à transformer les découvertes scientifiques en produits et services innovants qui créent les débouchés commerciaux et apportent des améliorations dans la vie des gens. Parallèlement, il réduit considérablement les formalités administratives en simplifiant les règles et les procédures, dans le but d'attirer davantage de chercheurs de haut niveau et un éventail plus large d'entreprises dans le domaine de l'innovation. Horizon 2020 consacrera les financements à la réalisation des 3 objectifs fondamentaux: assurer l'excellence scientifique, promouvoir la primauté industrielle et relever les défis de la société. Dans le premier projet de la Commission, presque entier des ressources a été destiné à l'excellence scientifique. CER, Marie Curie, technologies futures émergentes, infrastructures, pour aider l'Union à soutenir sa présence sur la scène mondiale. Les actions en matière d'innovation industrielle auraient eu un budget de presque 18 milliards d'euros, ainsi qu'un accès élargi au capital et un soutien aux PME. Enfin, presque 32 milliards d'euros auraient été consacrés à des sujets de préoccupation majeure intéressant tous les Européens, regroupés sous 6 thèmes. 1. La santé, l'évolution démographique et le bien-être. 2. La sécurité alimentaire, l'agriculture durable, la recherche marine et maritime et la bioéconomie. 3. Les énergies sûres, propres et efficaces. 4. Les transports intelligents, verts et intégrés. 5. La lutte contre le changement climatique, l'utilisation efficace des ressources et les matières premières. Et 6. Des sociétés inclusives, novatrices et sûres. Il sera plus difficile d'accéder à un financement au titre d'Horizon 2020 grâce à cette architecture simplifiée, à un ensemble unique de règles, et à une réduction des lourdeurs administratives, j'espère.
Le but du nouveau programme cadre est aussi d'élargir le programme à un plus grand nombre de participants de toute l'Europe, en recherchant les synergies avec les fonds de la politique de cohésion de l'Union. Horizon 2020 recensera les centres d'excellence potentielle dans les régions qui réalisent de moins bonnes performances et leur fournira des conseils et un soutien stratégique, tandis que les fonds structurels européens pourront être utilisés pour mettre à niveau les infrastructures et les équipements. Le rapport parlementaire approuvé en commission d'industrie et recherche au mois de novembre 2012 ont obtenu un très large soutien politique et méritent d'être mentionnés pour leur attention particulière, à côté de la répartition des fonds à l'intérieur du programme, pour des mesures complémentaires qui seront décisives dans l'implémentation du programme. Premier, règles simplifiées, système simplifié de remboursement des coûts, plus large recours à des montants et à des taux forfaitaires. Deuxième, rôle accru pour les petites et moyennes entreprises. Pour que l'Europe soit plus compétitive, Horizon 2020 encouragera une plus grande participation des entreprises privées. Au moins 20% du budget total combiné consacré aux priorités. Promotion de la primauté industrielle et défis de société seront alloués aux PME. En outre, un instrument réservé aux PME et ciblé sur tous les types de PME sera créé en vue de garantir que les petites et moyennes entreprises soient intégrées dans le programme. 3. Promotion de l'excellence dans les régions moins développées, par le biais d'initiatives de jumelage et de réseaux, et en associant les politiques des programmes Horizon 2020 à celles des fonds de cohésion. Cellules souches, la résolution qui a accompagné le vote du programme Horizon, maintient les règles concernant la recherche sur les cellules souches appliquées conformément au 7e programme cadre européen. Et enfin, Open Access, un accès libre aux données scientifiques résultant des recherches financières publiquement dans le cadre Horizon 2020. Et enfin encore, dernier, Institut européen d'innovation et de technologie. Si le cadre financier semble avoir atteint une dimension définitive, au moins par rapport au montant final, dans l'attente d'un accord sur la structure et la flexibilité interne du bilan, l'organisation des politiques de la recherche est un discours tout à fait ouvert qui devra attirer l'attention politique des législateurs ainsi que de tous les opérateurs de la recherche en Europe. En 2007, la Commission européenne a lancé l'initiative ERA, Espace européen de la recherche, visant à promouvoir des infrastructures européennes et des accords de coopération entre États membres pour renforcer la mobilité, la compétitivité et l'intégration de la recherche en Europe. Horizon 2020, dans ce but, sera complété par des mesures qui visent à parachever, d'ici à 2014, un véritable espace européen de la recherche, véritable marché unique de la connaissance, de la recherche et de l'innovation, dont l'objectif a été renouvelé par la Commission européenne dans une récente communication que je juge importante. Avec des collègues italiens, dont Mme Sartori, présidente de la Commission Recherche et Industrie du Parlement européen, j'ai promu un groupe de réflexion sur le futur de l'espace européen de la recherche et sur son intégration et interaction avec le programme Horizon. Une véritable recherche européenne, il faut l'admettre, n'existe pas. Le cadre de l'EU, au contraire, est celui de la fragmentation et de l'absence de coordination effective. Une National Science Foundation aux États-Unis, 27 CNRS en Europe. L'Europe a déjà perdu pour la première fois dans son histoire
la primauté et la leadership dans le domaine de la recherche. Les données sont très claires. Pour investissement comparé au PIB, pour numéro de chercheurs et rechercheurs, pour investissement privé, l'UE est déjà en retard par rapport non seulement aux États-Unis et au Japon, mais encore vis-à-vis de Chine, Inde, Brésil. L'avenir de l'Europe, de sa place dans la compétition mondiale et de la durabilité de son modèle dépendra de la capacité de marquer un tournant à ces politiques de la recherche, à partir de l'adoption d'une vision systématique et de l'attribution d'un rôle central à la recherche et à l'innovation dans la restructuration de la production et de l'économie partout dans notre continent. Il faut d'abord finalement que l'Europe passe au-delà des obstacles administratifs et législatifs qui encore bloquent les infrastructures et la gouvernance de la recherche. Le marché intérieur de la recherche, je me réfère au principe fondamental de la liberté de circulation pour les chercheurs, n'existe pas. Dans ce but, il sera prioritaire de donner une réalisation concrète à la Charte européenne des chercheurs et produire des actions urgentes sur le domaine de la mobilité, pension, portabilité des droits, ouverture des concours et des projets de recherche, évaluation pan-européenne, etc. Sans la construction d'une génération de chercheurs européens, véritablement européens, l'ERA n'aura jamais une réelle implémentation. Sur la base de ces objectifs, l'adoption de certaines mesures est prioritaire. L'établissement des principes communs de recrutement, ouverts, transparents, basés sur des critères méritocratiques, développement de la profession de rechercheur à travers une comparabilité parmi les États membres et visant à réduire les différences, portabilité des grants selon le principe Money Follows Researcher et accès aux grants nationaux, sécurité sociale, et qui puissent protéger les chercheurs en déplacement. Ce sont des exemples. Le traité de Lisbonne donne une dimension constitutionnelle à l'espace européen de la recherche, qui devient maintenant l'objet d'un titre spécifique de ce texte. La réalité politique, cependant, est loin d'avoir achevé cette priorité. Il s'agit donc de donner une dimension concrète au projet de créer une véritable communauté européenne de la recherche. Ce que j'appelle une Maastricht de la recherche, qui puisse finalement avouer le rêve d'établir une citoyenneté scientifique européenne. Mon rêve, par exemple, d'être professeur à l'université de Sienne, Europe, et de pouvoir me déplacer et travailler librement, normalement, comme professeur à l'université, pour dire de Poitiers, Europe, sans avoir besoin d'un passeport pour passer à un autre pays et à un autre État. Je fais référence à ce même projet dans le rapport parlementaire sur les processus de Bologne et sur l'espace européen d'enseignement supérieur dont j'ai eu l'honneur d'être rapporteur pour le Parlement dans cette législature. Je me réjouis de votre présence ici, messieurs, dames. Il sera très important, dans le but d'obtenir des résultats concrets sur l'espace européen de la recherche, de garder une vision commune entre tous les opérateurs du secteur, institutions, universités, entreprises, organisations sociales. J'en faisais référence au début de mon intervention. Il faut bâtir une large alliance européenne pour la recherche. Les élections européennes en 2014 vont se juxtaposer avec l'échéance fixée par la Commission européenne pour la réalisation de certains objectifs dans le cadre ERA. Le même semestre, l'Italie va prendre la présidence de l'UE pour une période qui va être cruciale pour un nouvel élan de l'intégration européenne et la reprise d'une réflexion sur une réforme des traités. Dans ce contexte, la promotion de la recherche, de la société de la connaissance et de l'innovation doivent rester un pilier fondamental, surtout par le biais de l'élargissement des compétences communautaires de l'avenir constitutionnel de l'Europe.
Je me réjouis de la discussion d'aujourd'hui que j'espère va marquer un pas très utile dans le but de la création d'une véritable Europe de la connaissance et de la recherche. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Berlinguer, d'avoir posé ce débat dans son contexte européen et d'avoir justement de nous faire dépasser une question peut-être un peu française et nationale, qui est comment améliorer l'accès des équipes françaises et des chercheurs français à ces financements du 8e programme cadre. Les chiffres qui sont avancés, qui ont été avancés à plusieurs reprises par la ministre Geneviève Fioraso pour accompagner son injonction d'aller à l'Europe montrent un recul entre le 6e PCRD, pour lequel la France avait reçu 13% des financements, et le 7e PCRD, pour lequel la France a reçu 11% des financements. Donc nous verrons sans doute qu'au-delà de ces chiffres, il s'agit d'autres réalités, qu'il ne s'agit pas uniquement de financement, mais c'est quand même une dimension importante pour saisir le contexte de ces discussions. Donc, pour en parler aujourd'hui avec nous, nous avons Jacques Bitoun, président de l'Université Paris-Sud, Florence Lelay, qui dirige le département des affaires internationales et européennes à la DGRI du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Bernard Salat, directeur R&D d'EDF, Isabelle Tisse-Saint-Jean, vice-présidente enseignement supérieur et recherche pour le Conseil régional d'Île-de-France, donc Luigi Berlinguer, que j'ai déjà présenté, et Denis Despréaux, qui dirige les affaires internationales de l'IRSTEA et qui coordonne les affaires internationales européennes pour l'Alliance à l'envie des sciences de l'environnement. Voilà, donc peut-être pour commencer, Florence Lelay, est-ce que vous pouvez resituer cette injonction d'aller à l'Europe, nous expliquer un peu en quoi elle consiste et voir si ce qui se situe derrière ces chiffres, est-ce qu'on parle uniquement de financement ? Merci d'abord pour cette invitation. Effectivement, on observe un affaissement de la participation française au PCRD. Alors, vous l'avez situé entre le 6e et le 7e, mais on l'observe tout au long du 7e, puisqu'on était à 14,4% de retour en 2007, la première année, pour une contribution française budgétaire de 16,8%, et on est effectivement autour de 11% actuellement. Mais je voudrais noter que c'est une moyenne, et nos taux de retour sont extrêmement variables d'un domaine à un autre, et la France, par exemple, est positionnée au premier rang sur des thématiques comme l'espace ou la sécurité, et aussi très bien positionnée, par exemple, sur l'ERC, le Conseil européen de la recherche, qui accorde des financements de qualité à nos chercheurs pour travailler sur une durée raisonnable et avoir leur propre équipe, puisque nous sommes 3e et en particulier 2e sur les starting grants pour les jeunes chercheurs. Et un chiffre que l'on ne cite peut-être pas suffisamment, les Français ne déposent pas assez, mais quand ils déposent, ils réussissent. C'est-à-dire qu'on a un taux de succès en moyenne, comme tous les autres chiffres, mais de 25,5%, et ça fait de nous un des meilleurs taux de succès parmi les États membres de l'Union. Donc c'est pour ça aussi que l'on souhaite, on souhaite évidemment qu'il y ait un retour plus important, mais on souhaite que notre recherche renforce son excellence, et pour ça il faut s'intégrer à des réseaux européens qui eux-mêmes vont accorder aussi de la visibilité internationale à nos équipes et leur permettre d'aller acquérir auprès des autres chercheurs les compétences, les briques qui leur manquent dans leurs propres travaux, dans un échange gagnant-gagnant avec leurs partenaires, pour augmenter à la fois notre excellence, notre compétitivité, et pouvoir travailler avec nos partenaires européens ou internationaux dans la réponse aux défis sociétaux. Merci. Monsieur Salah, j'ai été surprise d'apprendre que pour EDF, c'est aussi une question très importante. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représentent les financements européens pour la R&D d'EDF ?
Bon, bonjour à tous, merci de nous avoir invités et puis de donner l'occasion de nous exprimer sur ces sujets importants. EDF, en fait, est un grand acteur de la recherche européenne pour plusieurs raisons. La première, c'est que nos moyens d'évoluer à la recherche au sein du groupe sont très importants. Nous avons un budget de l'ordre de 500 millions d'euros. Globalement, nous employons 2000 chercheurs. Nous sommes aussi un acteur européen de la recherche, au sens où nous avons des implantations de recherche hors de France. Nous disposons d'un centre de recherche en Allemagne, nous en possédons un autre au Royaume-Uni, nous en avons un troisième en Italie et nous en avons ouvert également un en Pologne. Donc nous couvrons en fait la plupart, enfin en tout cas beaucoup de grands, entre guillemets, pays de l'Union européenne au titre de la recherche. Nous avons une recherche également, bien sûr, focalisée sur le domaine de l'énergie, mais qui est complètement multidisciplinaire. Donc nous couvrons toutes les sciences, mathématiques, mécaniques, hydrauliques, y compris des sciences sociales, toutes liées donc à nos secteurs d'activité. Et les domaines couverts, bien évidemment, concernent tous les sujets autour de l'énergie. Alors le renouvelable, bien évidemment, l'efficacité énergétique, tout ce qui tourne autour des smart grids, donc les nouveaux systèmes électriques, les nouveaux systèmes électriques de demain. La question également de la ville durable, qui est aussi un grand programme donc lancé par la Commission européenne sur lequel nous impliquons. Et dans un autre cadre, c'est plutôt le champ d'Euratom, mais nous travaillons aussi dans le cadre, bien sûr, du nucléaire. Alors, malgré ces efforts très importants, malgré le fait également que nous sommes y compris impliqués dans la définition de ces programmes, les parts de financement, effectivement, que nous obtenons de la part de l'Europe sont relativement limitées. C'est de l'ordre d'une dizaine de millions d'euros par an sur notre budget de 500 millions que j'évoquais. Donc, ça nous pose un certain nombre de questions. Ça signifie aussi de notre côté que nous souhaitons nous impliquer de façon encore plus forte dans la définition de ces programmes et de façon à y participer de façon aussi plus forte. Les enjeux de l'énergie, je rejoins ce que disait M. Berlinguer sur la communauté scientifique, les enjeux de l'énergie sont aussi totalement européens et il faut les traiter aussi totalement à cette échelle. Et donc tous les enjeux technologiques et techniques que nous devons franchir pour être capables de fournir une énergie compétitive à nos clients, il est bien évident que plus nous pouvons les traiter à la maille européenne, mieux c'est et meilleures sont les solutions que nous pouvons apporter. Très bien, merci. Monsieur Bitoun, peut-être que vous pouvez aussi nous expliquer, est-ce que pour l'Université Paris-Sud, c'est important de gagner plus de financement européen ? Oui, bien sûr, on est à la recherche de tous les financements possibles pour nos recherches. Pour donner un ordre de grandeur, j'ai regardé les chiffres avant de venir, et les contrats européens de 2010, alors je vais prendre 2010 parce que vous allez voir qu'après c'est un peu plus triste. 2010, ceux qui ont démarré en 2010 représentent 6,5 millions d'euros pour l'Université Paris-Sud. Alors si vous le rapportez à un budget total de 400 millions d'euros, ça fait très peu. Si vous le rapportez aux 11 millions d'euros que nous distribuons en crédit opérationnel à nos unités, vous remarquez que ça fait un crédit considérable. Donc il est bien évident qu'on doit pousser les chercheurs. Ceci dit, il faut bien voir qu'il y a des sollicitations multiples. Et quand on regarde les chiffres de 2011 et de 2012, bien les 6,5 millions deviennent 4 millions, puis 3 millions. Donc il faut bien reconnaître que cette baisse est très effective. Elle est, à mon avis, si on regarde depuis 2006, elle est liée à la création de, par exemple, l'ANR. Elle est liée, et là, récemment, nous, notre baisse, je suis tout à fait persuadé que ce sont les investissements d'avenir qui ont fait baisser les projets européens. C'est un travail tout à fait considérable, et bien évident que quand on va postuler pour un gros projet de l'ABEX ou quoi que ce soit, on n'aura pas le temps de faire en même temps le projet européen. Donc, bon, il faut bien voir que cette baisse... alors, que maintenant on renvoie les gens vers l'Europe, ça me semble tout à fait normal. Voilà.
Merci. Monsieur Despréaux, comment est-ce que se passe la situation pour les organismes de recherche en sciences de l'environnement? Le prochain programme cadre sera moins marqué environnement que les précédents. Est-ce que c'est une question aussi qui se pose pour vous? Oui, merci encore aussi pour l'invitation. Et oui, je voulais commencer par ça. C'est qu'en fait, pour nous, Horizon 2020, c'est un peu mal parti. Du fait que le mot environnement a disparu. Donc, je vous rappelle, FP7, c'était la stratégie de Lisbonne. Et la stratégie de Lisbonne, c'était le développement durable avec un pilier environnement équilibré avec les autres. Et puis là, maintenant, on est dans une situation économique beaucoup plus tendue et le mot environnement a disparu. Bon, ce qui ne veut pas dire que l'environnement a disparu des préoccupations de l'Europe, parce que l'environnement est une des compétences qu'a l'Europe. Et donc, naturellement, notre terrain de jeu naturel, c'est l'Europe. Ce n'est pas la France, c'est l'Europe, c'est le monde aussi, mais les réglementations, les conditions de traitement de l'environnement se situent à l'échelle européenne. Donc on est très très attentif à ce qui se passe en Europe, y compris en matière de recherche en sciences et en technologie. Alors j'ai 6 points, je vais les lire très très vite parce qu'on pourra alimenter le débat avec. La première chose, comme le disait M. Bellinger, H2020 c'est un des éléments, mais c'est un des éléments parmi un ensemble. Il faut voir l'ensemble au moins sur 3 piliers en ce qui concerne la recherche pour la question européenne. C'est H2020 bien sûr, mais dans H2020 il y a quand même un diverticule qui a une petite vie autonome que vous avez cité, qui est l'Institut européen de technologie avec ses KIC, donc ces communautés de la connaissance qui sont en train de se bâtir et qui auront un rôle important. Et puis un autre élément sur lequel nous nous appuyons beaucoup en ce moment sur la construction européenne, donc l'espace européen, ce sont les GPI, les initiatives de programmation conjointe. Et l'envie est associée à 5 GPI qui pour nous sont des éléments importants, y compris en matière de financement, puisque je vous rappelle que l'Europe ne finance que 5%, communautaire ne finance que 5% de la recherche, et que les États en financent 95%, et que les GPI ont pour mandat d'associer l'ensemble des financements ensemble. Donc on est sur ce point-là. Donc il faut voir l'ensemble, point 1. Deuxième point, c'est l'apparition d'un programme stratégique qui a été envoyé par Mme Geoghegan-Quinn à M. Barroso, qui, pour nous, qui définit la stratégie des 3 prochaines années, qui est plus éclairant parce que si on regarde Horizon 2020, très sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'exclusion dans Horizon 2020. On y met un peu tout. Donc maintenant, il faut savoir effectivement ce qu'on va faire avec le financement qu'on va obtenir. Et là, on a un programme stratégique qui est beaucoup plus focalisé, et notamment sur ce qu'ils appellent des focus areas, qui sont au nombre de 12, et dans lesquels on retrouve des choses qui nous intéressent de très près, et qui sont très proches de l'environnement, dont un thème water, qui nous intéresse beaucoup, et un thème déchets, et puis d'autres thèmes sur l'énergie qui nous intéressent beaucoup. Troisième point qui est extrêmement important, pour la première fois au niveau français, on réfléchit à l'alignement des programmations sur Horizon 2020. Et donc vous savez que Madame la Ministre a demandé à ce que les alliances réfléchissent à la manière dont ils vont présenter une programmation, notamment pour l'ANR, mais aussi pour la SNR, en fonction des thématiques d'Horizon 2020. Alors c'est extrêmement important parce que jusqu'à présent, on faisait une programmation française et puis après on allait à l'Europe. Mais évidemment, ce n'est pas la meilleure manière d'appréhender les projets européens. Donc là, on va faire la démarche inverse. On va commencer par construire une stratégie à ce niveau-là. Et donc, à l'envie, c'est organisé, est en plein travail en ce moment avec les 12 groupes thématiques pour mettre en place une stratégie qui soit en alignement. Alors, ça ne veut pas dire en concordance totale, mais en alignement par rapport à ce qui se passe à Horizon 2020. C'est important parce que d'abord, on va éviter les phénomènes de guichet, dont j'en ai déjà parlé. On va éviter, enfin au moins limiter les compétitions entre Français, qui sont parfois un peu stériles. Je dis très vite. Hein. Et puis ensuite, on va pouvoir développer des projets qui seront beaucoup plus synergiques et qui donc, a priori, seront beaucoup plus productifs en matière scientifique. Mais ça, on pourra en discuter. Le quatrième point, je vais aller très vite aussi, parce que ça, c'est un discours récurrent, mais c'est tout ce qui est soutien et promotion aux projets européens, aux constructions de projets. Bon, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc l'idée, c'est de mettre en place des échanges de bonnes pratiques, avec un point focal que vous avez aussi évoqué, qui est important pour nous dans le nouveau programme, c'est l'innovation. Parce qu'il faut bien reconnaître que autant en projet européen, comme le disait Florence, on est assez, je dis, dans la mesure où on propose des projets, on a un taux de succès assez élevé, donc on peut dire que nos équipes sont assez performantes pour réussir. Mais par contre, c'est la question de la relation avec les entreprises, et notamment les PME ou les ETI. Et là, on a un vrai progrès à faire dans le cadre d'Horizon 2020 qui sera très axé sur la relation partenariale avec le secteur privé pour améliorer nos pratiques.
Cinquième point, c'est la question du réseautage. Alors, ça aussi, c'est évoqué. Donc, il faut absolument qu'on améliore ça. Et en ce qui concerne l'envie, donc on réfléchit à cette question-là. Et en particulier, j'étais lundi en Allemagne et on a commencé une première approche avec une nouvelle alliance qui est en train de se créer en Allemagne à partir de Helmholtz Environnement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le système allemand, mais il y a un gros système qui s'appelle les Helmholtz Institutes, qui représente 20 000 chercheurs, et donc avec lequel qui ont un département environnement et qui viennent de recevoir un mandat pour faire une alliance à l'échelle nationale allemande sur les questions environnementales. Donc, on voudrait travailler avec eux pour améliorer les réseautages. Et puis, le sixième et dernier point, c'est la question de l'ERC. Alors, on est bon en ERC, mais on n'est pas assez bon. Et on n'est pas assez bon sur la culture ERC en disant que, je vais employer un mot qui est l'esprit entrepreneurial en matière de recherche. Parce que l'ERC, en fait, s'appuie sur une culture qui est un peu étrangère chez nous, qui consiste, comme l'a dit Florence, à donner un volume financier assez important à un chercheur, ou jeune ou moins jeune, pour, je dirais presque entre guillemets, développer sa propre entreprise à l'intérieur de son institution. Et ça, chez nous, culturellement, c'est quand même pas très très facile. Donc il faut, qu'on pousse les jeunes chercheurs et les chercheurs moins jeunes à le faire, et deux, il faut qu'on réfléchisse institutionnellement quelle place on donne à ces jeunes et à ces micro-entreprises, qui est vraiment presque antinomique par rapport à notre manière de travailler actuellement dans nos institutions. Voilà, je pourrais revenir. Je vous remercie. Merci. Isabelle Tissin-Jean, il me semble que l'Europe occupe une grande part va occuper une grande part de votre seconde partie de mandat. Enfin, c'est ce que vous aviez indiqué. J'aimerais savoir pourquoi et comment vous voyez le rôle de la région justement dans cette marche vers l'Europe. Sur la question du pourquoi, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons politiques très profondes, qui est que faire l'Europe de la recherche et de l'enseignement supérieur, c'est faire l'Europe, et que c'est un objectif politique que nous nous donnons. C'est un des éléments de la fabrication de l'Europe et de la construction de l'Europe, qui est probablement l'une des clés fondamentales du redressement de notre pays et de notre communauté. Ça, c'est une première raison. Il y a une deuxième raison qui est que la recherche, c'est toujours de l'échange international. Ça se construit toujours dans l'international. Ça a toujours historiquement été des échanges, de la coopération au-delà des frontières, et que chacun en ressortira plus fort. Chaque communauté universitaire et de recherche nationale ressortira plus forte si elle est dans cette construction européenne. Et je crois que notre secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur, d'Île-de-France, mais aussi français, sortira renforcé de cette aventure si on arrive à lui donner encore plus d'ampleur. Et puis, il y a une troisième raison qui a été soulignée tout à l'heure, qui est une raison financière. Les deniers publics sont rares. Nous sommes contributeurs nets nationalement sur ce secteur. Nous avons une recherche française qui est de tout premier plan. Elle a des difficultés, il y a un certain nombre de choses à faire évoluer, on en est d'accord, mais il n'en reste pas moins que les prix Nobel et les médailles Fields ne sont pas les arbres qui cachent la médiocrité de la science française, comme ça avait été dit de manière extrêmement maladroite, mais sont au contraire les révélateurs de cette espèce de force, de joyau que nous avons et qui est la recherche française et l'enseignement supérieur. Et en particulier en Île-de-France, puisque nous sommes Île-de-France, première région européenne de recherche avec 40% du potentiel scientifique français. Et même, c'est un peu sous-estimé, puisque 2/3 des grands équipements scientifiques français sont sur notre territoire d'Île-de-France. Donc tout ça, ça fait une série de raisons pour lesquelles il m'est apparu comme... je ne suis pas toute seule dans cette réflexion, il nous est apparu comme absolument indispensable d'essayer de s'organiser en partenariat avec, évidemment, tous les autres acteurs concernés, pour être plus efficace et pour permettre aux acteurs de la recherche et de l'enseignement francilien d'être plus efficaces dans cette manière d'aller à l'Europe. Alors,
Comment le faire? Ça passe par beaucoup de choses ont déjà été dites, dans lesquelles je m'inscris complètement. Ça passe déjà premièrement par le fait d'avoir une action très soutenue auprès des acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur pour aller à l'international, pour développer, pour faire de la région Île-de-France une région ouverte, accueillante et rayonnante. Et donc on a toute une politique d'accueil d'étudiants, de mobilité sortante des étudiants, d'accueil de chercheurs étrangers. On construit des logements étudiants, on a des bureaux d'accueil pour chercheurs étrangers, on a des bourses, enfin des financements pour chercheurs étrangers. On a des dispositifs de retour pour nos collègues qui sont partis à l'étranger et qui souhaitent revenir, donc notamment avec soit des financements pour des chercheurs déjà installés, soit pour des plus jeunes avec des postdocs qui sont des postdocs retour. On est avec la mairie de Paris en train de... on installe un IEA Paris-Île-de-France. Voilà, toute une série d'actions qui ne sont pas spécifiquement européennes, mais qui sont internationales et qui aident à ce que les chercheurs, les étudiants soient dans une mobilité, soient dans des échanges, et les conditions matérielles pour ce faire. Et c'est absolument indispensable. Il y a évidemment tout un travail qui doit être mené par les ministères, par le ministère de l'Enseignement supérieur et par le ministère des Affaires étrangères. Je crois qu'il était urgent qu'on sorte d'une période où... la possibilité du rayonnement était plus fragilisée. Donc ça, c'est un premier axe. Il y a un deuxième axe qui est un travail d'acculturation, je dirais, et d'incitation des acteurs à aller effectivement se diriger vers les guichets européens. Alors, on a plusieurs moyens de le faire, plusieurs dispositifs qui sont déjà en place. On a en particulier un bureau Europe Île-de-France avec Françoise Chetard qui le dirige et qui fait un travail très important qu'elle amplifie, je crois, dès à présent. Elle est présente là sur le salon pour accompagner, pour informer sur les dispositifs européens et pour accompagner les chercheurs et les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche pour aller au niveau européen. On a relayé toutes les demandes d'expertise pour que les chercheurs franciliens soient candidats pour être experts dans les différents appels européens. On relaye cette information. Ça aussi, ça fait partie de l'acculturation petit à petit qui fera que, effectivement, les chercheurs iront au financement européen ou retourneront au financement européen, même si je me retrouve complètement dans ce que disait Jacques Bitoun de la difficulté conjoncturelle qui a été liée à la montée en puissance en France des financements par appel d'offres et qui a fait que le guichet européen, finalement, on a un petit peu eu tendance à ne pas le voir parce qu'il y avait une urgence telle dans tous les domaines, une espèce d'effet de sidération et de panique lié aux réformes successives, plus à la montée des appels d'offres, qui a fait que il y a eu un moment un peu d'oubli et qui fait qu'on n'est pas du tout au niveau de succès qu'on pourrait avoir. Et puis, dernier élément qui est lié à celui-là, l'idée du guichet unique. Ou de la simplification et peut-être pas du guichet unique parce qu'on n'y arrivera pas. C'était en 2004, lors des assises de 2004. Il y avait une demande de guichet unique. Je pense qu'on ne peut pas y aller immédiatement, mais en revanche, on peut essayer de faire converger les guichets et puis de faire en sorte qu'il y ait une simplification de ces guichets. Là, je crois qu'il y a un énorme effort de la part de l'Europe. Ça a commencé, mais à mon avis, on n'est qu'à mi-chemin. C'est-à-dire que quand on a encore des feuilles de temps, je crois que c'est déraisonnable de demander aux chercheurs des feuilles de temps. Ils peuvent le faire, mais je crois que c'est pas efficace, que c'est pas comme ça que ça peut marcher. Donc il faut encore faire un travail de simplification. Et puis il faut faire un travail de convergence des guichets, en faisant attention quand même de laisser une très grande liberté à la recherche. C'est-à-dire qu'il y ait des orientations qui soient données et convergence entre ces orientations, oui. Il ne faut jamais être dans le pilotage trop strict. Donc il faut laisser respirer la recherche parce que c'est comme ça qu'elle est efficace, à mon avis, aussi.
Mais malgré tout, penser à des convergences. Et là, nous, on a un dispositif de financement à la région. On finance énormément la recherche et l'enseignement supérieur. Ça, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est notre 4e budget. En termes d'immobilier, de construction, on est à parité avec l'État. Enfin, on n'est pas dans nos compétences, mais on est très, 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 très présent sur ce secteur. Et l'une des modalités de financement de la recherche, c'est avec des réseaux de chercheurs sur des thématiques données qui s'appellent les domaines d'intérêt majeur, qui sont d'ailleurs présents sur le salon. Et l'idée, c'est donc on les finance, on crée des réseaux sur une thématique. Il faut leur donner un débouché, et on voit bien que dans ce débouché, il y a éventuellement le débouché européen. Et donc on va organiser une journée de discussion avec nos domaines d'intérêt majeur pour qu'ils aillent au niveau européen. Et puis je crois que le dernier élément, c'est qu'on s'organise, tous ceux qui sont présents, donc nous via notre guichet européen, notre bureau européen, les pôles de contact nationaux, les dispositifs qui existent dans les organismes de recherche ou à l'intérieur des alliances, qui existent dans les presses, ce qui deviendra les communautés d'universités et d'établissements, parfois à l'intérieur des universités même, mais que tous, on s'organise. Alors il faut voir ensuite comment on s'organise aussi avec le secteur industriel et avec les entreprises, parce que la dimension innovation est absolument majeure, et qu'il faut qu'on avance là-dessus. Alors la région a probablement un rôle à jouer aussi sur ce point-là, puisque nous sommes en compétence sur le développement économique, et que via les pôles de compétitivité, on est tout à fait présent. Donc il faut aussi probablement associer les pôles de compétitivité dans cette réflexion, de façon à ce que on y aille, enfin, on aide les acteurs qui sont vraiment, encore une fois, une force considérable, qu'on les aide à, je vais utiliser une expression très excessive, mais un peu apprendre à chasser en meute. Voilà, c'est pas très joli comme image, mais je crois qu'il y a vraiment une nécessité de se regrouper, d'oublier le jeu concurrentiel et exacerbé par un moment compliqué en termes de financement, le jeu concurrentiel, l'oublier un moment pour y aller ensemble, parce que je crois que l'efficacité viendra aussi de cette coopération, de partage de bonnes pratiques, comme ça a été dit. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel je me mets. Et puis il y a aussi toute une partie, il ne faut pas l'oublier, l'Europe, ça marche quand même aussi avec des portages de projets, des accompagnements de projets. Les autres régions le font. Parce que très souvent dans les autres régions, les forces et les spécificités, les points de force de la région en termes de recherche ou en termes économiques sont plus facilement identifiables. En Île-de-France, vous avez tout, c'est une réalité, vous avez tout en termes de recherche et tout qui est très 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 bon. Donc du coup, c'est plus compliqué d'identifier un certain nombre de dossiers et de les amener, de les porter au niveau européen. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu un peu tendance à pas le faire et que je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'organise pour le faire et pour identifier collectivement, c'est pas la région acteur politique de le faire, forcément, mais c'est collectivement les forces de recherche, l'État, la région, que collectivement, on identifie un certain nombre de dossiers et que collectivement, on les amène au niveau européen. Merci. Peut-être Florence Lelay, vous pouvez nous dire de votre côté comment le ministère, lui, voit les choses et comment il entend accompagner les chercheurs dans cette direction. Je crois que vous avez, vous aussi, relié l'appel à experts de la Commission européenne. Donc, il y a plusieurs moyens, effectivement, de se mobiliser pour renforcer notre présence dans le programme cadre dans Horizon 2020. Il y a d'abord, effectivement, une stratégie d'influence à avoir et le fait d'avoir des chercheurs français qui seraient présents dans les groupes d'experts qui vont être amenés à travailler sur les futurs programmes de travail, les futurs appels d'offres, c'est une manière de procéder. Et notre ministre s'est fait l'écho de cet appel à manifestation d'intérêt de la Commission européenne en le relayant auprès de tous les
les opérateurs. Et d'après ce que l'on sait, c'est un succès. Enfin, en tout cas, maintenant, il va falloir voir quelles sont les candidatures que la Commission retient. Mais c'est extrêmement important d'être à la fois en amont dans ces groupes d'experts qui vont participer à la conception des futurs appels d'offres, mais aussi dans l'aval, être parmi les experts, les évaluateurs des programmes. Et pour ça, c'est aussi important d'avoir soi-même participé à des projets, et notamment les coordinateurs sont souvent sollicités pour après devenir experts. Donc c'est une expérience qui est extrêmement importante. Et puis, par ailleurs, il y a évidemment, comme Isabelle Tisse-Saint-Jean l'a mentionné, une stratégie d'accompagnement à avoir vis-à-vis de nos acteurs. Et le ministère pilote depuis longtemps un dispositif d'accompagnement au 7e PCRD que Martine Roussel est en train de faire évoluer, d'amener vers Horizon 2020. Et donc ce dispositif d'accompagnement, en fait, il y a 3 étages. Vous avez dans les comités de programme du programme cadre, vous avez des représentants de l'État qui sont les représentants au comité de programme et qui sont issus des ministères, alors ministère de la Recherche et ministère technique compétent sur chacun des domaines. Et ces représentants au comité de programme s'appuient sur des groupes techniques nationaux qui représentent la communauté scientifique, académique et privée, et pour justement faire remonter quelles sont les attentes de la communauté, construire une position française qui après pourra être défendue dans ces comités. Et puis vous avez le descendant, c'est-à-dire comment diffuser l'information transmise par la Commission sur les appels d'offres à notre communauté une fois que les appels sont sortis. Et là, ce sont ce qu'on appelle les PCN, les points de contact nationaux, qui sont en fait des consortiums de 3-4 personnes qui, sur chacune des thématiques, vont être là pour diffuser l'information auprès de la communauté, les aider à comprendre ce qu'il y a derrière les mots de l'appel d'offres, les aider à comprendre comment trouver un partenaire dans un autre pays européen, comment trouver un partenaire dans l'industrie, pour participer au consortium. Et ce dispositif est vraiment en cours de renouvellement pour le mettre en ordre de bataille pour Horizon 2020. Avec une professionnalisation en cours de ce dispositif, le ministère mettra en place des formations pour accompagner les personnes qui vont entrer dans ces consortia. Aussi un maillage territorial qui est extrêmement important, puisqu'on le voit, il y a des dispositifs régionaux qui ont été développés soit au niveau des régions, soit au niveau des départements ou des établissements comme les presses qui ont parfois renforcé leur cellule Europe pour accompagner les chercheurs au plus près de leur travail. Donc c'est extrêmement important qu'on puisse trouver l'articulation entre ces points de contact nationaux qui vont diffuser à l'ensemble de la communauté et puis ces relais régionaux, ces personnes placées au plus près des chercheurs qui vont et qu'ils échangent des informations, qu'ils puissent travailler ensemble au quotidien pour accompagner leurs chercheurs. Et puis, de manière plus générale, on a un site internet géré par le ministère que vous connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous, qui s'appelle Eurosphère et qui va être renouvelé à la rentrée de façon à offrir un portail simplifié mais complet de toutes les offres, les opportunités qui se présentent aux chercheurs en fonction de leur domaine de prédilection. Donc tout ça, c'est extrêmement important d'avoir cet accompagnement au niveau national, tout en sachant que tout ne se fait pas au niveau national, mais que beaucoup de choses se font au plus près des chercheurs. Très souvent, je suis assez étonnée, je discutais encore récemment avec des jeunes chercheurs, ils ne savent pas forcément qu'il y a des ingénieurs projets européens dans leur établissement qui sont là à leur service pour les accompagner dans le montage de leur projet, que ce soit une bourse Marie Curie ou même rentrer dans un projet. Et c'est extrêmement important pour un jeune chercheur, par exemple, qui veut partir faire un postdoc, soit en Europe, soit même aux États-Unis, en Australie, etc. Il y a des financements qui sont conséquents et il faut déjà leur faire connaître ces financements et dans un deuxième temps les accompagner pour avoir le meilleur dossier possible et obtenir le financement souhaité. Merci. Justement, peut-être Monsieur Bitoun, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est mis en place au niveau de votre université pour accompagner les chercheurs et voilà, peut-être aussi pour diffuser l'information? Ce qu'on va mettre en place, parce que bon, je ne suis président depuis moins d'1 an, hein. Mais il est clair qu'on va revenir à l'Europe
là et qu'on va mettre en place, par exemple, des cours. Par exemple, la soumission d'un projet européen nécessite des connaissances et soit même presque une science. Donc, d'une part, indiquer comment soumettre, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Présenter les différents appels. Mais surtout, ce qu'il va falloir faire, et ça va être difficile, surtout dans les périodes actuelles, ça va être d'apporter un soutien administratif aux équipes qui ont des projets européens. Parce que là, on a franchement du mal à suivre. Hein. Ils sont submergés. On est souvent hors des clous pour l'Europe. Il faut savoir que l'Europe, on ne discute pas le contrat. Il arrive. Donc le chercheur là, on est très content, mais ça veut dire qu'au mois d'août, il faudra avoir quelqu'un. Ça veut dire qu'on est obligé d'adapter notre propre organisation. Et là, on est lourd. Hein. Et en ce moment, faire un service supplémentaire, mettre une personne supplémentaire, c'est un peu difficile. Mais il va falloir le faire, manifestement, parce que c'est là que les chercheurs appellent au secours et finissent par dire, bon... si vraiment c'est pour avoir des ennuis en permanence, remplir des feuilles, etc., nous, on n'y va pas. Donc déjà, il faut leur montrer qu'on va les aider ensuite. Et puis après, il y a de l'incitation. Moi, je verrais bien, là, on est en train de préparer notre contrat, je verrais bien un appel à projet au niveau de l'université, financement de la rédaction d'un projet européen, parce qu'il y a quand même des voyages à faire, il y a quand même... une certaine avance que les laboratoires ne font pas pour tous leurs chercheurs. Bon, on peut lancer un appel et dire voilà, nous avons 5 000, 10 000 euros pour lancer des projets comme ça. Donc on est en train de travailler sur tout cet incitatif de manière à vraiment aller à l'Europe. Puis, bon, évidemment, aller à l'Europe, c'est aussi notre environnement de l'European Research Area, l'ERA. C'est vraiment, comme le dit M. Berlinguer, quelque chose de fondamental. Donc, il faut maintenant que le territoire des chercheurs, bon, c'est le monde, hein, de toute façon, mais avec une petite localisation sur l'Europe, je pense. Peut-être, Monsieur Despréaux, vous avez un mot à dire sur justement ces tâches administratives qui pèsent sur le quotidien des équipes, sur l'accompagnement peut-être. Oui, mais peut-être pas tout à fait dans le même sens. Bien évidemment, ce qu'on souhaite tous, c'est qu'il y ait une réduction des charges administratives, de voir moins en moins de travail administratif et que les choses se passent toutes sans avoir vraiment à considérer les choses juridiques et administratives. Malheureusement, le monde n'est pas celui-là. Et le monde est tel qu'à partir du moment où on dépense un certain nombre d'euros dans une condition de fonds publics, et d'ailleurs c'est encore plus vrai en France qu'en Europe, c'est qu'il faut justifier avec des comptabilités publiques, avec des choses assez compliquées, dont je ne veux pas justifier le sens du tout, mais qui, quelque part, défendent aussi sur des dépenses inconsidérées par rapport à des fonds publics. Enfin, je ne vais pas faire un discours trop épais là-dessus, mais ce qui me semble quand même, et là je m'adresse aux universités, c'est que cette culture, alors je reviens sur la culture d'entreprise, qui est quand même relativement répandue dans le monde de la recherche, dans le monde, et qui consiste à dire que le chercheur, il doit faire de la recherche, bien évidemment, mais il est aussi dans une situation dans laquelle il gère quelque chose, qui est une équipe, qui est des moyens, qui est plusieurs contrats. Vous savez, par exemple, que dans le monde américain, les gens n'arrivent... Alors, je ne prends pas d'exemple, je ne fais pas un panégyrique de système américain, mais les chercheurs arrivent à s'autofinancer sur leur propre salaire, sur les projets qu'ils font. Et ils sont en considération permanente de coûts complets. Alors, je ne fais pas le modèle que j'ai en tête, évidemment, pour la France, mais qu'au moins les chercheurs français aient cette conscience plus forte que quand on est dans ce monde-là, il y a un besoin de bien connaître les règles, de bien connaître les éléments juridiques, alors sans savoir tous les éléments juridiques, mais qu'il y a des règles quand on va travailler à l'étranger, quand on travaille à l'étranger, etc. Donc il me semble que c'est insuffisant, et je prends pour exemple, là, c'est pareil, hier j'étais dans une école doctorale et où on a présenté Horizon 2020, donc on fait quand même des choses auprès des docteurs pour qu'ils le fassent, et ils sont doctorants aujourd'hui, donc ils sont déjà des chercheurs dans le monde de la recherche, et ils ne connaissent rien. Mais rien. Ils sont complètement sur leur doctorat, c'est ce qu'on leur demande. Mais il faudrait aussi qu'ils arrivent avec un niveau de culture qui leur dise demain, quand vous aurez fini votre doctorat, c'est-à-dire dans un an et demi, vous allez être confronté au monde tel qu'il est, et probablement vous allez chercher des postdocs, probablement vous allez les chercher en partie en dehors de la France. Et il faut que vous connaissiez les règles à l'extérieur. Et ils ne les connaissent pas. Ou pas assez, à mes yeux.
Voilà. Peut-être un mot pour dire qu'on était dans le même sens. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas tout ça, j'ai dit qu'il fallait accompagner, faire prendre conscience. Donc c'était le même sens. Je dirais même qu'on a participé au niveau de la League of European Research Universities qui fait un certain lobbying sur l'Europe. C'est un groupe d'universités. Eh bien, sur ce groupe, on avait résisté à une facilité qui avait été proposée. L'Europe s'orientait vers une vérification sur résultat. C'est-à-dire qu'à la limite, on vous donne l'argent, vous faites ce que vous voulez, on ne vous contrôle rien, pas de feuille de présence, rien. Mais après, on regarde le résultat, et là, on vous laisse ou on reprend. Et ça, pour les universités, ça aurait été catastrophique, parce que évidemment que les chercheurs auraient tout de suite utilisé, dépensé, et s'ils n'ont pas le résultat promis, c'était à l'université de rembourser. Donc, on réalise bien qu'il y a des règles qui doivent être respectées, et voilà. Simplement, c'est vrai qu'on n'a pas la souplesse administrative, et on n'arrive pas à apporter toujours le support nécessaire. Est-ce qu'au niveau d'EDF, la question de la complexité des appels, du support administratif se pose de la même façon ? Oui, tout à fait. Je pense qu'un des grands soucis aujourd'hui de la programmation européenne en matière de recherche, c'est bien cette complexité. Complexité administrative. Alors certes, il faut savoir gérer des budgets, certes, il faut vérifier des choses, mais plus grand monde dans les entreprises n'est sur des horaires ou des fiches de présence où on compte des heures. Donc je pense qu'il faut savoir sortir de ce type de dispositif, savoir simplifier, et je crois que le maître mot, c'est aussi un mot de confiance d'une certaine façon. Moi, je crois qu'il y a aussi quelques pistes complémentaires que je voudrais peut-être évoquer. Une première, c'est travailler sur l'amont des projets. Donc, c'est être capable de travailler donc avec les gens de la Commission ou avec les gens des services bruxellois pour être capable d'identifier les sujets sur lesquels ils sont en train de réfléchir et pouvoir monter avec eux les thèmes précis de recherche sur lequel on peut faire des choses ensemble. Parce que lorsque vous êtes en amont sur un projet, vous évitez de recevoir un document tout fait sur lequel vous n'avez plus qu'à dire oui ou qu'à dire non. Vous êtes quelque part un peu plus acteur du dispositif. Donc ça, je pense, c'est quelque chose qui peut être fait, que nous, EDF, faisons. Nous avons un bureau à Bruxelles, nous avons une personne dévolue quasiment à temps plein sur ce genre d'activité. La deuxième idée est peut-être aussi la taille des projets. Il faut reconnaître que le coût de transaction pour être capable de négocier des projets de recherche est très élevé. Donc, si on pouvait faire en sorte que ces coûts de transaction s'appliquent sur des projets de grande taille, ou de taille en tout cas significative, il est bien clair que ça gagnerait en efficacité pour tout le monde. Donc ce qui veut dire en amont construire des partenariats. Et puis enfin, moi j'aime bien l'expression que vous avez évoquée, madame, sur chasser en meute. Alors l'expression est peut-être un peu triviale, effectivement, mais en fait elle a quand même le mérite de la clarté. Nous, en tant que grand industriel, on est tout à fait intéressés à travailler avec à la fois le monde académique, le monde de la recherche, le monde des startups, le monde des PME et des ETI, parce que dans l'innovation, en fait, il y a complémentarité entre l'ensemble de ces parties prenantes. Le monde académique va être plutôt sur les grandes idées, sur les concepts. C'est probablement lui qui va apporter d'ailleurs les idées les plus nouvelles, les plus novatrices. La start-up va commencer à sortir du laboratoire ou à tester à minima au-delà du laboratoire ce qui peut se passer. La PME va faire une chaîne pilote et le grand groupe, lui, va être sur finalement les besoins du client, sur les financements, sur l'industrialisation. Et au passage, tout ça est une boucle tournante. Il faut aussi qu'il puisse y avoir un retour vers le monde académique pour que nous, industriels, puissions donner, finalement, préciser quels sont les vrais sujets créateurs d'emplois, créateurs de richesses.
Donc si on réfléchit à cet ensemble, ça veut bien dire qu'il faut, je pense, travailler de façon plus proche ensemble et pourquoi pas se présenter en commun sur des projets, donc en associant l'ensemble des parties prenantes, en associant aussi les régions. Hein. Je crois que la région Île-de-France fait de grands efforts sur le sujet. Vous avez aussi des équipes bruxelloises. Il y a matière peut-être à discuter plus ensemble à Bruxelles, pourquoi pas, sur ces projets pour que nous réussissions ensemble. Monsieur Berlinguer, il me semble que vous vouliez intervenir. Je vais profiter de votre compréhension, mais l'occasion est très bonne. La discussion montre que, si j'ai bien compris, qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer la démarche des projets du programme cadre, du financement qui vient de l'Europe. Et comme ça, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, des complexités de l'ordure administrative à dépasser. Eh bien, je voudrais préciser une chose à ce propos. Les choses que je vous ai dit, que nous avons commencé à proposer à l'intérieur du Parlement et à la Commission, sont des choses un peu qui peuvent être, comment dire, définies trop visionnaires ou trop stratégiques. Je suis sûr qu'une démarche comme celle que je vous ai proposée est une démarche que nous devons couvrir à pied, pas en avion. Doucement. Parce que le monde universitaire et de la recherche est un monde très délicat. Et il doit être convaincu de faire quelque chose et il doit être aperçu de la validité de la chose. Mais nous devons marcher, c'est ça, à pied, mais marcher. Et pour marcher, nous devons savoir où nous allons. Nous devons avoir un but, une stratégie. Et je suis absolument sûr que même les choses que vous avez dites et les différents problèmes doivent être vus à l'intérieur d'un cadre européen, plus d'Europe. C'est ça. Et de dépasser la condition du monde de la recherche, de chercheurs, de professeurs, qui est encore trop à l'intérieur de chaque État. Et je voudrais ajouter une chose. Et alors, c'est à l'Europe de définir le cadre, les règles, les mesures générales, les incentives, la condition préférable qu'on peut donner à cette démarche pour encourager le chercheur à travailler dans ce domaine. Et définir quelque chose qui regarde le statut du chercheur, du professeur, la mobilité, la possibilité d'intégration entre différents systèmes éducatifs des pays, l'harmonisation des critères de recrutement, et comme ça. Quelque chose qui soit plus commune dans la vie quotidienne, de la définition du statut. Et c'est aux États, au système éducatif, aux entrepreneurs, aux entreprises de définir les signes de démarche et les différentes solutions que peuvent rester, parce qu'il y a des différences en Europe, peuvent rester, mais dans le même cadre, c'est ça. Et alors, nous pouvons parler d'une recherche européenne. Et pour terminer, si on parle d'un espace de la recherche, de l'enseignement supérieur
le European Research Council, the European Institute of Technology, ils ne peuvent pas rester à de noms, que de noms simplement, parce que ça ne fonctionne pas. Si l'Europe veut faire quelque chose à ce propos, il doit bâtir une réalité marchande à l'intérieur du cœur des choses que je vous dis. Alors, la chose peut être harmonisée, et je crois que la force de l'Europe dans le monde peut s'accroître. Merci. Florence Lelay, il me semble que il est question aussi d'aligner un peu les priorités françaises en matière de recherche sur celles d'Horizon 2020. Est-ce que avec la stratégie nationale de recherche, est-ce qu'il y a aussi des moyens pour influencer les priorités européennes? Enfin, comment se passe la circulation justement de la définition de ces priorités? Alors, le processus, c'est, en tout cas tel qu'il est dans le 7e PCRD, et ce sera la même chose dans Horizon 2020, vous avez des comités qui se réunissent avec des représentants des États membres et qui examinent les textes proposés par la Commission. Donc l'enjeu, c'est effectivement d'être en amont de l'écriture de ces textes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y avait eu l'appel à manifestation d'intérêt de la Commission pour les groupes d'experts qui vont être amenés à faire des propositions à la Commission. Donc, un enjeu, c'est effectivement que la communauté française scientifique puisse être représentée dans ces groupes d'experts. Ensuite, comme monsieur le mentionnait, il est important de faire du lobbying auprès de la Commission. Alors, je disais qu'on a des groupes techniques nationaux qui appuient nos représentants au comité de programme, et ces groupes travaillent effectivement quand on reçoit les drafts, quand on reçoit les appels, mais ils travaillent aussi en amont, c'est-à-dire que nos représentants consultent la communauté pour voir quelles sont leurs attentes, quels sujets ils aimeraient voir apparaître dans les appels. Il y a une consolidation de ces éléments et une position qui peut être après transmise à la Commission en disant voilà, et du coup ça a encore plus de poids parce que c'est finalement l'ensemble de la communauté française qui se mobilise pour dire voilà, c'est ce type de sujet que l'on aimerait voir apparaître dans les appels. Donc voilà comment on peut agir notamment pour essayer d'influencer ces appels. Et puis il y a aussi au niveau, j'aurais juste mentionné un point qui relève de la stratégie d'influence aussi, c'est et aussi à la fois la stratégie d'influence mais plutôt des établissements. Pour bien influencer, il faut bien comprendre comment fonctionne la Commission européenne. Et pour bien comprendre comment fonctionne la Commission européenne, évidemment, il faut être en interaction avec elle, bien suivre. Mais il y a un moyen important, enfin assez efficace visiblement pour pouvoir comprendre comment elle travaille, c'est pour un établissement d'avoir un chercheur qui va partir 2-3 ans comme expert national détaché à la Commission européenne, qui va travailler pour la Commission européenne pendant 2-3 ans et qui va voir de l'intérieur comment ça se passe. Et donc après, quand il revient dans son établissement, c'est un atout considérable pour l'établissement d'avoir quelqu'un qui a bien vu la mécanique de l'intérieur et qui va pouvoir du coup expliquer à ses collègues comment ça fonctionne, à son établissement aussi, quelle stratégie adopter vis-à-vis de toute cette mécanique européenne. Et avoir ce réseau d'experts nationaux détachés dans les institutions européennes, que ce soit la Commission, mais aussi au Parlement ou au Conseil, c'est extrêmement important et c'est sans doute un levier qu'on n'exploite pas suffisamment en France. Voilà. Donc, on a vu que la région Île-de-France a un bureau à Bruxelles, EDF a une personne à plein temps aussi à Bruxelles. Sur la recherche, oui. L'Université Paris-Sud, elle est une des 3 universités françaises à faire partie de la Ligue des universités européennes de recherche. Monsieur Bitoun, comment est-ce que vous utilisez ce réseau-là et est-ce que ça peut justement aider dans cette perspective ? On ne l'utilise pas, pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'est pas, l'ERU n'est pas chargée de suivre les projets de ces universités. Elle est chargée dans la conception, et en particulier dans la conception d'Horizon 2020, je pense qu'elle a pris pas mal d'importance. Elle est chargée au moment où des choix sont faits de regarder ce qui peut être favorable pour nos universités dites de recherche ou pour faciliter un peu la gestion, etc.
Donc, par exemple, on avait pris cette position sur le paiement au résultat. On a pris des résolutions sur certaines thématiques, etc. Donc, c'est en amont, c'est au niveau des appels et des conceptions de programmes que la LERU est plus à même d'intervenir. Et vous indiquez aussi que vous encouragez un peu tous ceux qui peuvent à intégrer des groupes de travail de la LERU. C'est important de participer justement à des réflexions communes européennes sur la recherche. Ça, c'est le deuxième aspect de cette ligue, ça s'appelle Ligue des universités européennes de recherche. C'est un des points importants, c'est que ça crée en même temps un réseau. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait des projets européens, il faut pousser nos équipes à travailler avec des équipes homologues. Donc il y a 22 universités européennes parmi les plus prestigieuses. Et là, il y a des groupes qui se forment sur comment évaluer, comment faire une politique de SHS. Il y a même eu un groupe récemment sur les études de théologie dans les universités européennes, des choses comme ça. Donc évidemment qu'en poussant, en cherchant à mobiliser des gens sur chaque domaine, ils vont ramener des contacts, ils vont établir ces liens. Et si on est en réseau en tant qu'université, je suis persuadé que c'est un argument supplémentaire qui va pousser nos chercheurs dans chaque domaine à aller chercher les gens de ce réseau. Monsieur Despréaux, comment, d'après vous, on construit des partenariats durables, c'est-à-dire au-delà de la durée d'un appel à projet entre des équipes européennes? Est-ce qu'il y a des... Ça, c'est une excellente question. Parce qu'un des constats qu'on a fait, et je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est que... Alors, ce que j'appelais aussi la question de la politique de guichet, c'est que quand il y a des financements, on arrive à regrouper des gens autour de ces financements. Et puis le jour où ces financements disparaissent, ça tombe. Et on interroge ensuite les équipes, on leur demande « mais vous n'avez pas bien travaillé ?» « Si, c'était très très bien. » « Vous n'avez pas des collègues très bons ?»« Si, ils sont très bons. Vous continuez à travailler avec eux ?» Non. Donc c'est un peu dommage parce que justement ces projets ont pour vocation de structurer les projets européens, de structurer l'espace européen. Donc toute la dynamique, et c'est ce qu'on attend des JPI, c'est que derrière le relais des dynamiques européennes, on arrive à construire des vrais, ou des KIC, c'est la même chose, de construire des vraies communautés européennes qui continuent à travailler ensemble sur des financements qui vont drainer à l'Europe, mais aussi ailleurs. Alors je voudrais simplement rebondir sur ce que disait Florence tout à l'heure sur la question de la présence à Bruxelles et notamment des END. C'est vrai que j'ai le sentiment, mais je parle peut-être pour un sentiment personnel, qu'il y a une certaine désillusion qui s'est opérée de la recherche française vis-à-vis de la présence à Bruxelles. Et qu'il y a un certain temps, enfin du moins au début quand j'ai commencé ma carrière, j'avais l'impression qu'on envoyait à Bruxelles des grands experts et des grands scientifiques français dans différentes situations. Et qu'aujourd'hui, c'est moins le cas, et qu'à Bruxelles, il y a effectivement des gens, mais pas forcément ceux qui sont les plus moteurs dans la création de programmation ou d'idées ou d'innovation, etc. Et donc une certaine désillusion qui arrive à faire un espèce de combat, c'est pas le cas, mais disons une dualité entre le message français porté par la France, par les institutions françaises, et puis le message de la Commission. Mais je dirais, on peut peut-être inverser la matrice et dire la Commission, c'est nous. C'est-à-dire la Commission, c'est ce que nous y mettons aussi, puisque la Commission, c'est l'Europe, donc c'est des Français, donc c'est nous. Alors il faut déjà y envoyer des gens qui soient reconnus du point de vue de la carrière comme étant un élément très positif de leur carrière. Et plus de ça, il faut quelque part... Alors il faut envoyer des END, il faut envoyer des experts, mais il faut les envoyer aussi avec des éléments de langage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un est expert, il n'est pas expert, enfin, il est expert et personne n'a intuité. Mais quelque part, il faut qu'il se sente porteur, et pour qu'il se sente porteur, il faut qu'il ait derrière, qu'il se sente appartenir à une communauté, pas une communauté d'intérêts au sens je défends mes intérêts, mais au nom de l'Europe, je défends des intérêts que je pense est important et qui sont en plus, par bonheur, les intérêts de la France. En tout cas, créer une vraie dynamique de ce côté-là, et mon sentiment, c'est qu'on a un peu perdu ça, et que ça, il faudrait le reconstruire. Isabelle Thys-Saint-Jean, donc vous avez un bureau à Bruxelles, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. Comment est-ce que vous voyez le rôle de la région, justement, dans cette présence à Bruxelles, dans le relais de l'information, peut-être de porter les intérêts des chercheurs de la région à Bruxelles? Est-ce que c'est une de vos perspectives?
complètement. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une place à occuper pour la région, hein, qu'elle occupait, mais peut-être pas encore assez. Donc le bureau faisait des choses tout à fait formidables, présidait aussi un réseau des régions européenne, donc avait une présence au-delà simplement de la présence à Bruxelles, de coordination d'action d'autres régions. Mais il faut qu'on soit davantage présent, il faut qu'il y ait un accompagnement des chercheurs, une identification des projets qu'on amène, le travail d'acculturation, comme je le disais. Peut-être, j'entends la proposition du financement, peut-être imaginer des dispositifs comme ça régionaux, hein, puisqu'on est dans un deuxième temps du mandat, pourquoi pas réfléchir à des choses comme ça collectivement. Donc tout ce travail, hein, qui doit s'amplifier, qu'on doit mener de manière beaucoup plus systématique. Je voudrais revenir sur deux choses qui ont été dites précédemment. Sur la nécessité d'avancer, mais d'avancer doucement et de construire l'Europe de la recherche et de l'enseignement supérieur, hein, d'avoir cet objectif, mais en même temps de ne pas le faire trop vite. Je crois que le milieu universitaire et de la recherche française sort quand même très, très ébranlé d'années successives de réformes, qui a eu voilà, une série de mouvements très, très importants dans le secteur, et qu'il faut à la fois atteindre cet objectif, donc continuer à faire évoluer de manière à atteindre cet objectif de la construction au-delà de le terrain de jeu, je suis d'accord, c'est le monde, mais la maison, ça serait l'Europe. Au-delà de ça, il faut le faire, mais pas trop vite. Et puis surtout, je crois qu'il faut le faire, mais sans penser nécessairement uniformisation des structures, des institutions et peut-être même des statuts. C'est-à-dire que il faut aussi que dans la construction européenne, chacun garde sa spécificité, vous le disiez, hein, et que cette spécificité, ça doit se traduire aussi dans nos institutions. Quand on a nos grands organismes de recherche, c'est une chance pour la France. Le CNRS, le CEA, l'INSERM, c'est une chance pour la France. Donc c'est vrai que ça nous rend complètement atypiques, hein, par rapport à d'autres organisations qui sont uniquement centrées construites sur des universités. Nous, on a cette dimension assez atypique, cette dualité française. Il faut évidemment que ça communique, hein, mais en même temps, il ne faut peut-être pas vouloir absolument que toute l'organisation de la recherche soit construite de la même manière dans tous les pays, et surtout qu'on n'aille pas trop vite. La deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, c'était la responsabilisation des chercheurs, oui. Mais en même temps, il ne faut pas se tromper, me semble-t-il, et ces dernières années ont été un peu il y a eu une fragilisation de la recherche autour de ça. On demande trop souvent aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs de faire des choses qui ne sont pas dans leur mission principale. Et je crois qu'il faut, certes, qu'ils soient en capacité d'être dans une dynamique de recherche, de porter une dynamique propre de recherche, mais il y a des moments où on leur demande de faire un travail qui n'est pas celui de la recherche, et où du coup ils n'ont plus le temps de le faire. Il y a quand même beaucoup nous le disent, hein, beaucoup se plaignent, ont des doléances sur le fait qu'au lieu de faire de la recherche, ils font finalement de l'administration de la recherche. Alors ça s'explique très simplement, ça s'explique par le fait que dans notre pays, si vous regardez le nombre d'encadrants, enfin de personnel administratif par chercheur, je me souviens plus de la position, je sais que je l'avais regardé à un moment dans le classement OCDE, mais on est tout en bas de l'échelle quasiment, alors qu'on est 5e puissance, pour autant que ça signifie quelque chose, mais on est une des très très grandes puissances de recherche. On voit bien que là il y a une difficulté, c'est une difficulté sur laquelle il faut qu'on ait une action, il faut qu'on soit attentif, mais je pense qu'il ne faut pas du coup avoir un discours peut-être un peu de culpabilisation à l'égard des chercheurs. Il faut qu'on fasse avec ça, parce que c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain qu'on va régler cette question. Il faut qu'on fasse avec ça, d'où aussi la nécessité de mieux coordonner
les forces qui existent. Et c'est ça qui est frappant aujourd'hui, c'est que vous avez des forces partout qui agissent de manière isolée et qu'il faut absolument coordonner, réunir, de manière à ce qu'il n'y ait pas doublon, de manière à ce qu'effectivement, quand il y a des forces, on sache qu'elles existent. Parce que c'est ça qui est paradoxal, effectivement, dans l'université. Et ce n'est pas seulement les jeunes chercheurs. Je suis sûre qu'on interroge un universitaire et qu'on lui demande s'il sait qu'il y a un bureau qui est dédié à ça ou une personne qui est dédiée à ça dans son université. Il n'en aura pas la moindre idée, sauf si lui-même a déjà fait la démarche. Donc vraiment, il y a aussi besoin de lisibilité. Je pense qu'il y aurait peut-être un dernier élément, une opération à aller voir du côté de ce qui se fait sur la culture. Je discutais avec Catherine Lalumière de comment on pourrait faire pour être plus efficace. Et elle me disait qu'elle présidait une association financée par le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères et l'Europe, qui est une institution donc localisée avec une dizaine de personnes très 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 familiers des projets européens dans le domaine de la culture et qui avait comme mission d'identifier des projets, de mettre des porteurs de projets franciliens en relation avec, ou français en relation avec des homologues étrangers européens et de les accompagner aux portes européennes. Et donc avec une localisation, une identification de l'endroit. Je crois que ça aussi, petit à petit, si on fait ça, si on identifie des lieux, on identifie des personnes, il y a réunion des forces, on sera plus efficace. Je voudrais réagir à ce que vous dites à l'instant sur justement l'union des forces, parce qu'on a reçu récemment quelques résultats de l'appel d'offres en santé 2013 et il y a un très bel exemple, une très belle réussite. En santé, on a toujours des soucis pour justement intégrer les entreprises, notamment les PME, dans les projets. Et il y avait un appel qui ciblait spécifiquement les PME. Et donc, ça a été une grande crainte, notamment de notre point de contact national, de dire voilà comment est-ce qu'on va arriver à mobiliser les PME. Et ils ont fait un énorme travail de coordination justement avec un autre réseau qui est lié aux entreprises, le réseau Europe Enterprise Network, et avec des relais régionaux. Et les résultats sont extrêmement satisfaisants puisque nous avons 35% de participation de PME françaises et en plus beaucoup de coordination. Donc on voit bien effectivement que quand on arrive à réunir les acteurs qui sont proches au niveau national, mais au niveau régional et aussi proche des acteurs académiques et des acteurs privés, on peut vraiment réussir à faire de très belles choses. Et c'est ça qu'on souhaite encourager dans le renforcement du dispositif de pilotage avec les PCN au niveau national, mais en les incitant très fortement à être en contact étroit avec toutes les structures qui peuvent exister au niveau régional pour relayer l'information et identifier les partenaires qui seront les plus adaptés pour les mieux à même de répondre aux appels. Le 8e PCRD sera plus axé sur l'innovation et l'industrie, on l'a dit. Est-ce que, Monsieur Sala, pour vous, ça va changer quelque chose? Et comment est-ce que vous voyez peut-être la coopération, le partenariat possible dans cette optique? Oui, moi je voudrais compléter un petit peu sur la performance de la recherche européenne. Je crois que la performance de la recherche européenne est en fait excellente parce que il suffit de regarder les brevets que nous déposons. Alors là, je parle au niveau de l'Union globalement, au niveau de l'Union par rapport à ce qui peut se faire sur le continent nord-américain ou en Asie. Nous avons des performances de recherche absolument magnifiques, étonnantes. La question qui se pose, je pense, aujourd'hui, pour nous, vis-à-vis de l'industrie, c'est comment nous faisons en sorte que cette performance de recherche se traduise par une performance économique et une performance industrielle. Et c'est aujourd'hui notre enjeu majeur. Et là, je rejoins tout à fait M. Berlinguer. Je crois que nous sommes des acteurs de l'Union européenne. Donc, il nous appartient aussi à nous de définir globalement les programmes et les sujets qui nous paraissent être prioritaires. Je voudrais vous citer deux exemples qu'on connaît bien à EDF au sein de l'industrie, qui est ce qui s'est passé au niveau de l'industrie photovoltaïque ou ce qui se passe aujourd'hui en ce moment même sur l'industrie des batteries, des fameuses batteries lithium-ion.
Sur les batteries lithium-ion, l'Europe doit détenir pratiquement le tiers des brevets mondiaux. Par contre, 10% de l'industrie, 10% des fabrications sont en Europe. Si vous prenez l'Asie, vous avez aussi un tiers des brevets en Asie sur la thématique des batteries. Par contre, plus de 80% de l'industrie de fabrication s'y trouve. Vous avez la même chose d'une certaine façon sur le photovoltaïque, avec tout ce qu'on a pu voir sur les crises économiques frappant un certain nombre de grandes entreprises européennes. On peut citer QCell en Allemagne, par exemple, qui a connu de très fortes difficultés. Quelque part, je crois qu'il nous appartient d'orienter notre recherche vers peut-être un peu plus d'aval, vers quelque chose qui peut-être est plus orienté vers une performance industrielle. Ça ne veut pas dire que c'est une recherche moins intéressante ou moins sophistiquée, bien au contraire, mais c'est une recherche qui nous permet de créer plus de richesses sur le territoire de l'Europe. Et je crois qu'il ne faut pas perdre, au-delà de toute la mécanique administrative qui parfois nous fait perdre un petit peu le sens des finalités, je crois qu'il faut regarder en priorité sur un des objets de la recherche qui est bien la création de richesses pour l'ensemble de l'Union. L'autre point, me semble-t-il, que je voulais évoquer, c'est aussi la complémentarité entre recherche et formation. Parce que c'est bien une formation de qualité qui permet de faire une recherche de qualité, et c'est bien l'association entre les deux qui nous permet de progresser. Là aussi, il suffit de regarder le nombre d'ingénieurs ou de docteurs qui peuvent être formés en Asie ou sur le continent américain par rapport à ce que nous avons ici en Europe. Les ordres de grandeur sont édifiants. Je crois que la Chine, à elle seule, forme pratiquement 4 fois plus d'ingénieurs que toute l'Union européenne. Donc là aussi, il y a, me semble-t-il, un enjeu absolument majeur pour développer un haut niveau de formation de façon à ce que nous soyons à même, nous-mêmes aujourd'hui et nos enfants demain, à avoir une performance économique importante. Alors à EDF, on regarde bien évidemment ces deux enjeux, focalisant à la fois sur la recherche et sur la formation. Et un de nos plus beaux, je dirais, porte-drapeaux de cette démarche, ça va vous faire plaisir, madame, c'est notre centre de Saclay, hein, que vous connaissez bien, je pense, où nous allions à la fois donc, un nouveau centre de recherche d'EDF et en même temps donc, un nouveau centre de formation pour nos équipes. Merci. Monsieur Bitoun, vous avez peut-être un commentaire justement sur cette complémentarité entre la recherche et la formation, le rôle de l'université et puis l'inflexion. C'est pas un rôle de l'université, c'est une définition de l'université. C'est-à-dire que vraiment l'université, c'est la rencontre de la recherche et de la formation. Je pense que, alors là on peut déboucher sur autre chose, ces réseaux de recherche que l'on crée en Europe vont probablement, et c'est là où il y a un lien assez fort sur l'Europe, vont probablement permettre aux étudiants de réaliser dans leur laboratoire en fait, ils ne verront qu'un aspect des choses s'ils restent ici. La mobilité des étudiants est épouvantablement faible, et je pense que en liant recherche et formation et en allant à l'Europe, je pense qu'on va pousser les étudiants à cette mobilité. Et donc préparer eux-mêmes à s'introduire, à s'impliquer dans la construction européenne. Oui, pour abonder très très largement dans ce que vous venez de dire, j'étais il y a quelques jours en Allemagne, nous avons un partenariat donc, avec le KIT, le Karlsruhe Institute de Technologie, et mes collègues allemands s'étonnaient finalement du peu de mouvement qui peut exister au niveau des étudiants entre France et Allemagne. L'Institut de technologie de Karlsruhe, il est de l'autre côté de la frontière allemande, il est à 30 km de Strasbourg. Quelque part, je crois qu'on a là un effort majeur à faire en termes de complémentarité et de mobilité de nos personnels, de nos étudiants, de langue aussi probablement, d'apprentissage des langues européennes et pas que de l'anglais malheureusement, pour faciliter ces transferts.
Merci. Peut-être pour conclure, Florence Lelay, vous pouvez nous donner les échéances, l'agenda du ministère sur cette marche vers l'Europe pour les chercheurs français. Oui, alors effectivement, le Horizon 2020, ça se prépare. Donc le ministère organise le 21 mai prochain un grand colloque avec les décideurs de la recherche et de l'innovation française pour voir comment se mobiliser, comment mieux articuler la programmation européenne, la programmation nationale, comment mieux mobiliser les équipes au niveau régional, au niveau de l'établissement, au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est une première échéance. Par ailleurs, comme tous les ans, mais là, ça sera évidemment renforcé, il y aura toute une série de réunions d'information qui vont être organisées non seulement à Paris, mais dans toute la France pour faire connaître les nouveaux programmes, la nouvelle mécanique d'Horizon 2020. Et après, une fois qu'on connaîtra le contenu des appels d'offres, expliquer ces appels, les présenter à la communauté pour mobiliser les acteurs. Et puis, je le disais, donc il y aura aussi un grand événement de lancement d'Horizon 2020 en France à la fin de l'année, organisé par le ministère. Et puis, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, un site web qui sera disponible à la rentrée et qui vous présentera toute l'architecture de ce nouveau programme, qui vous aidera à vous repérer dans ce maquis pour mieux saisir les opportunités qui se présenteront. Merci beaucoup. Pour conclure, je vous invite, si vous voulez poursuivre ces discussions et continuer à vous informer sur Horizon 2020 ou Horizon 2020, à vous diriger vers le village R&D où nous avons une série d'ateliers consacrés à la question. Voilà, merci beaucoup.